Amis de la masse, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle édition des actualités sur la chaîne du Doc. Aujourd'hui, on va parler de la triste nouvelle. On a appris aujourd'hui le décès de l'acteur Chadwick Boseman d'un cancer du côlon. Il était assez jeune, 43 ans. Et plutôt que de parler de sa vie privée ou autre, on va plutôt parler du cancer du côlon et des questions que vous pourriez avoir, notamment en pratiquant la musculation, le sport, puisque vous allez le voir, c'est une maladie qui est malheureusement très fréquente parmi des gens moins jeunes, mais aussi parmi des gens plus jeunes comme lui, 43 ans. C'est parti, générique. Je suis tranquillement en vacances avec bien sûr la mer, le jacuzzi. Bon, tout ça c'est pas filmé, c'est de l'autre côté de la caméra, mais il y avait un contre-jour sinon. En regardant mon téléphone, je vois un message d'un abonné qui me partage l'actualité. Il me dit tiens, tu pourrais faire une vidéo. Alors cet abonné c'est Aiki, je crois qu'il débute sur YouTube, il a une chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller mettre un commentaire sous sa dernière vidéo avec marqué Team Doc pour bien lui signifier que vous venez de ma part. Ça lui fera plaisir. Salut Aiki. Bref, et du coup on a appris la triste nouvelle de Chadwick Boseman, son décès à l'âge de 43 ans d'un cancer du côlon. C'était un acteur qui a été principalement connu, en tout cas ça a été le sommet de sa carrière, quand il a incarné le roi T'Challa, le roi du Wakanda, donc dédicace à vous savez qui, Voldemort, et qui était donc le premier super-héros noir de Marvel. Bon, indépendamment de sa vie, on a appris donc ce matin qu'il était décédé d'un cancer du côlon et que ça faisait 4 ans qu'il se battait avec cette maladie. Et donc, selon ce qu'ont décrit ses proches, il y a plusieurs choses à noter. La première, c'est qu'il a tenu à garder ça secret, c'est-à-dire qu'en fait, il continuait de tourner des films, de vivre sa vie sans jamais avoir finalement révélé au grand public la maladie. Et comme il l'explique, enfin encore une fois ses proches puisque lui est décédé, mais il faisait ses tournages, il faisait ses productions, il faisait tout son métier finalement d'acteur entre les séances de chimiothérapie, les opérations et une maladie qui malheureusement progressait, son cancer évoluait puisque il y a 4 ans quand il a été diagnostiqué, il était déjà au stade 3. Le stade 3 ça signifie qu'il y a des métastases au niveau des ganglions, qu'il n'y a pas encore de métastases à distance. Les métastases c'est des morceaux de cellules cancéreuses qui se sont baladés loin de la tumeur principale. En gros, le premier stade, c'est une tumeur qui est localisée. En gros, elle grossit, mais elle n'a pas encore migré. Le stade 2, c'est ce qu'on appelle un envahissement local, quand en fait les cellules cancéreuses ont commencé à grignoter les tissus voisins, mais c'est vraiment par continuité. Le stade 3, donc celui-là, c'est quand ça envahit les ganglions. Donc les ganglions, c'est ce qui va drainer en fait tout ce qui est l'immunité, dont certaines cellules cancéreuses qui justement envahissent les ganglions. Et le stade 4, le dernier stade, c'est quand il y a des métastases à distance, par exemple quand on a des cellules cancéreuses qui ont migré par la circulation soit sanguine, soit lymphatique, donc par les ganglions, pour atterrir par exemple dans le cerveau, dans le poumon, en tout cas loin de la tumeur principale, loin du cancer principal. Et donc en général, c'est quand on est au stade 4 qu'on a un stade donc disséminé avec un cancer diffus. Et c'est le dernier stade, ça ne veut pas dire qu'on meurt forcément, mais ce sont les pronostics les plus péjoratifs puisque le traitement n'est plus accessible à un traitement local comme c'est le cas quand c'est en stade 1. Et c'est ça qui est véritablement, je pense, remarquable, c'est qu'en fait, le mec il vivait une vie normale, il faisait son métier et tout ça sans jamais révéler, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui s'étalent beaucoup sur leur vie privée, ce qui n'est pas forcément un mal puisque ça permet de vivre, mais le mec il s'est jamais plaint, il a fait son boulot, il a tourné des films, et quand on sait la difficulté en fait de vivre avec un cancer, que ce soit un stade 4 ou un stade 1, mais c'est sûr que le stade 4 quand il est diffus ça donne des gros problèmes, et notamment des douleurs en général, de l'affaiblissement, de la perte de poids, bref, c'est quelque chose qui véritablement vous pourrit la vie. La chimiothérapie également qui affaiblit, les opérations, bref. Donc en fait, c'est vrai que c'est assez paradoxal de dire ça, mais quand on voit que le mec incarne un super-héros à l'écran, en fait, j'ai presque envie de dire que c'est plus encore remarquable d'incarner une personne de la vie de tous les jours et d'arriver à mener de front tous ces combats. Je vais pas dire, ce serait un peu, pas vulgaire, ce serait un petit peu surjoué de dire que le super-héros, c'est finalement les gens comme ça qui continuent de faire leur vie, qui continuent de faire leur métier et en gros leur devoir, finalement leur vie quotidienne malgré la maladie, et donc qui sont véritablement forts parce qu'il faut être franc. S'entraîner, puisqu'il avait quand même un physique plutôt pas mal, et d'autant plus quand on sait, effectivement c'est pas un bodybuilder, mais quand on sait à quel point la chimiothérapie, les opérations et le cancer en soi fatiguent et entraînent un catabolisme, c'est encore plus remarquable. Donc félicitations à lui, et encore une fois c'est triste clairement de voir un acteur aussi
un acteur aussi doué qui décède aussi jeune, puisque 43 ans c'est jeune. Au-delà de cette actualité justement, et juste de rebondir sur sa vie, ce qui, enfin je vais pas dire que c'est pas intéressant, mais en fait ce qui va vous intéresser vous, c'est qu'est-ce que le cancer du côlon et surtout comment on l'évite, et d'avoir des précisions là-dessus, parce que c'est malheureusement un cancer très fréquent. C'est le 3e cancer en France, il y a beaucoup de cas, j'ai plus les chiffres en tête, mais 3e cancer, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens chaque année qui sont diagnostiqués d'un cancer du côlon. Il y a beaucoup de gens aussi qui vont décéder d'un cancer du côlon, puisque c'est un cancer qui n'a pas un pronostic extrêmement mauvais. Encore une fois, ça dépend du stade. Si vous êtes en stade 1 avec un cancer localisé, c'est accessible à une chirurgie le plus souvent. Donc une fois qu'on l'enlève, si c'est pris en charge à temps, bien sûr, c'est la condition. Mais si on peut l'enlever, souvent il n'y a plus qu'une surveillance et on peut espérer une guérison. Mais au stade 4, quand c'est un cancer diffus, la guérison elle est possible, mais elle est beaucoup plus difficile à obtenir, puisqu'il faut avoir recours à des traitements plus généraux, notamment de la chimiothérapie, parfois de la radiothérapie quand c'est localisé au niveau du côlon. Bref, ça entraîne des choses un petit peu plus difficiles, et donc le pronostic forcément est plus mauvais. En tout cas, c'est un cancer qui a un pronostic, on va dire, moyen. J'ai plus les chiffres non plus, c'est pas très intéressant, mais sachez que finalement, c'est quand même un cancer qui va tuer beaucoup de personnes chaque année. Après, une fois qu'on a dit ça, les causes, malheureusement, il y a tous les facteurs génétiques. Certaines familles ont des prédispositions génétiques. Si vous avez dans votre entourage ou par exemple vos parents, vos frères et sœurs, des gens qui ont eu un cancer du côlon, clairement, c'est un facteur de risque. Ça veut dire que vous êtes plus susceptible de développer un cancer. Ensuite, les facteurs de risque modifiables, et c'est ça qui est intéressant véritablement, c'est de se dire comment est-ce que, en menant une vie, parce que la génétique on ne peut pas la modifier, mais comment est-ce qu'on peut prévenir par son mode de vie, ou en tout cas diminuer le risque d'avoir un cancer. Eh bien, les autres facteurs de risque, c'est principalement l'obésité, la sédentarité, donc le fait de faire du sport va diminuer le risque, même si malheureusement, on le voit, ça ne l'annule pas. Il y a aussi le fait d'avoir une alimentation qui est correcte. Et correcte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas boire d'alcool. L'alcool, est un facteur de risque. Les viandes aussi ont été montrées comme étant un facteur de risque. Alors il y a tout le débat en disant est-ce que c'est véritablement la viande ou est-ce que c'est certains composés de la viande. Ça change pas vraiment le problème. Si vous prenez 100 personnes qui mangent de la viande, eh bien ils ont plus de risques que les gens qui ne mangent pas de viande. Dans la viande, le composé qui est incriminé, ce serait la présence d'amines hétérocycliques. En gros, c'est un composé qui est présent dans la viande. Enfin, il n'est pas présent justement, mais il se crée quand on fait chauffer la viande, quand on la fait griller, donc à très haute température. C'est quand on va au barbecue que la viande elle devient un petit peu noirâtre, avec ce côté un petit peu, pas carbonisé, mais le croustillant de la viande. Et c'est ce qui donne le bon goût du barbecue. Bref, ces composés, ils se retrouvent ensuite, quand on mange, ils font le tour du tube digestif, ils arrivent jusque dans le côlon et ils vont provoquer des mutations au niveau de la paroi du côlon et donc entraîner, favoriser les cancers. Donc en tout cas, la viande, indépendamment du débat qu'on peut avoir, est globalement associée à un risque plus élevé de cancer du côlon ou du rectum. Et à l'inverse, par contre, le fait de manger des fibres, des fruits et des légumes, ça va protéger du cancer du côlon, puisqu'il y a dans les fruits, dans les légumes, il y a des vitamines, mais surtout il y a des antioxydants et des fibres qui vont en fait protéger la muqueuse des agressions. C'est intéressant à savoir parce que le message que vous pouvez retenir, le premier message, il y en aura un deuxième juste après, c'est qu'en ayant une alimentation équilibrée, finalement le message 5 fruits et légumes par jour, on voit qu'il est approprié même s'il n'est pas parfait. Ensuite, l'autre chose à savoir aussi, c'est comment on diagnostique, parce que même si sur la chaîne vous êtes un public plutôt jeune comme moi, eh bien on peut voir que c'est quand même un cancer qui peut arriver, même si bien sûr le risque augmente avec l'âge, plus on vieillit et plus on est à risque, mais il peut quand même arriver à un âge relativement jeune, lui de 39 ans, et il y a des gens à qui ça arrive un peu plus tôt que ça encore. Donc personne n'est malheureusement totalement épargné, et il faut bien être conscient de quels signes doivent vous alerter, notamment vous faire consulter un médecin pour diagnostiquer un vrai problème, si on a notamment le cancer. Donc les signes du cancer du côlon, il y en a plusieurs. Le premier, c'est des troubles du transit, que ce soit de la diarrhée, de la constipation. Alors c'est pas une constipation ou une diarrhée occasionnelle, ça peut arriver d'avoir, on mange un truc pas frais, tout ça, ça peut arriver 3 jours dans l'année ou un peu plus. Mais si de façon plus prolongée, pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, vous avez une diarrhée qui s'installe ou qui persiste, et d'autant plus si vous avez l'alternance entre diarrhée et constipation, ça c'est plutôt évocateur. Alors ça ne veut pas dire que c'est ça, heureusement le plus souvent c'est pas ça, mais il faut garder ça en tête et pourquoi pas consulter un médecin pour en tout cas essayer de rechercher d'autres signes. Ensuite, il y a tous les signes qui vont être en rapport avec le saignement, puisque le cancer au niveau de la muqueuse, il peut saigner, donc il érode la paroi et donc il peut saigner, donc ça veut dire qu'on va perdre des gouttes de sang qui vont se mélanger
au sel et qui peuvent se retrouver au niveau des toilettes. Donc dans les selles, quand on va aux toilettes, s'il y a du sang, ça peut être le signe. Encore une fois, il y a d'autres causes, les hémorroïdes et plein d'autres choses qui peuvent faire saigner, mais ça peut être le signe d'un cancer du côlon. Donc l'adage, c'est de dire que si après 40 ans, parce qu'avant, en fait, la première cause du saignement, c'est les hémorroïdes, mais si après 40 ans, vous avez un saignement dans les selles ou au niveau de l'anus quand vous allez aux toilettes, alors on parle de choses glamour, mais bon, la médecine, c'est aussi ça. On m'avait dit la médecine, c'est pipi, caca, bandé, et ça se vérifie. Donc si vous avez du sang dans les selles, et bien après 40 ans, il faut consulter un médecin, et donc il faudra, on va voir, aller à la coloscopie. Et le dernier, c'est le signe plus général du cancer, puisque le cancer, c'est une maladie qui affaiblit l'organisme de plus en plus au fur et à mesure qu'il progresse, parce qu'il y a plein de réactions qui se font. Et donc, si vous avez moins faim, si vous mangez moins, si vous perdez du poids alors que vous ne faites pas de régime, pas de sèche ou pas de choses comme ça, et si vous êtes fatigué, si vous avez l'association de fatigue, amaigrissement et anorexie, eh bien, c'est un signe évocateur. Encore une fois, rien ne confirme, mais ça peut suggérer que vous avez un cancer. Donc, si vous avez perdu du poids, plus faim, que vous avez du sang dans les selles et que vous avez une diarrhée, une constipation, vous avez beaucoup de signes. Donc, il faut penser à consulter éventuellement. Et c'est le deuxième message important de la vidéo que je vais te dire, c'est que parmi les mecs qui font de la muscu ou les sportifs ou même en fait tous les gens jeunes, eh bien on peut rencontrer des problèmes digestifs. On avait déjà parlé, j'avais déjà fait une vidéo notamment sur les problèmes digestifs qui se rencontrent fréquemment avec les protéines, mais on peut dire la même chose des compléments alimentaires ou même des régimes. On voit le cas de certaines personnes qui commencent à manger beaucoup de légumes, ils digèrent plus grand chose parce que quand on mange trop de fibres, vous imaginez que le tube digestif il n'aime pas forcément. Et donc, des gens qui ont des troubles digestifs et ils vont incriminer oui, c'est mon régime, oui, c'est mes compléments alimentaires, oui, c'est la protéine, je digère pas trop, mais au final, ils se retrouvent comme ça avec des troubles digestifs qui vont durer plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années parfois. Et des fois, j'ai des messages privés de mecs qui me disent, ou des femmes, qui me disent, voilà, j'ai des troubles digestifs. Et en fait, tu te rends compte que ça fait 2-3 ans et que aucun médecin n'est allé mettre son nez dedans sans mauvaise image, bref. Et pourtant ça peut être exploré et parfois ça cache en fait des vraies maladies. Comme ce que j'expliquais donc dans la vidéo sur les protéines, il y a des causes qui sont liées aux protéines, vous ne digérez pas vos protéines, mais parfois il ne faut pas négliger qu'il y a aussi des vraies maladies, les maladies de Crohn, les rectocolites hémorragiques, les cancers parfois, les maladies cœliaques, bref, il y a tout un tas de maladies digestives, des vraies maladies qui ne sont pas liées à l'alimentation ou à une mauvaise digestion, on va dire de quelque chose qui suffit de changer. Voilà. Si moi je digère pas le lait, c'est sûr que si je prends du lait, j'aurai mal au bide. Donc si tous les jours je prends un bol de lait, je vais avoir mal au ventre tous les jours. Mais en fait, si j'arrête le lait, j'aurai plus de problème. Mais parfois il y a encore une fois des vraies maladies qui doivent être diagnostiquées. Donc important de pas toujours se dire oui c'est l'alimentation, oui c'est ceci. Non, attention. Si vous avez des troubles digestifs, de la même façon que si vous avez mal à l'épaule ou si vous avez en fait un symptôme qui persiste pendant longtemps, il faut à un moment donné prendre sa santé en main et faire un check-up. Le diagnostic maintenant, comment il se fait? C'est un peu moins glamour, mais le diagnostic du cancer du côlon, il se fait avec une coloscopie. Comme tous les cancers, le seul moyen de prouver le cancer, c'est d'aller récupérer un bout de tissu, donc un bout de cancer, et de prouver qu'il y a des cellules cancéreuses. Donc la coloscopie, ça se fait sur l'anesthésie générale. On met un tube avec une caméra dans les fesses, dans l'anus, et on remonte dans le côlon et on regarde ce qui se passe. Et si on voit quelque chose de suspect, une lésion suspecte, une tumeur ou quelque chose qui bourgeonne, avec une petite pince, on prend des petits morceaux et puis on les envoie en laboratoire. Et le médecin anatomopathologiste, bonjour Alexandre Nataf, il va découper au microscope en fait, d'abord il découpe et ensuite il regarde les lames au microscope pour regarder si les cellules ont une tête normale, si elles sont plutôt normales ou si elles ont une tête de cancer. Alors c'est pas du délit de sale gueule, c'est juste comme ça que ça marche. Et si c'est un cancer, et bien ensuite il faut faire le bilan d'extension, regarder quel est le stade, comme lui c'était un stade 3 puis un stade 4. On regarde un peu partout, voir s'il n'y a pas des métastases, donc des lésions à distance et quel est le degré d'envahissement du cancer. Et ensuite on initie le traitement, ça dépend du stade, traitement localisé, chimiothérapie, radiothérapie, un petit peu, voilà, beaucoup de choses disponibles, ça dépend du stade, ça c'est une affaire de spécialiste, on s'en fiche un peu. Mais en conclusion, retenez bien les deux messages principaux. Le premier, c'est que l'alimentation peut jouer un rôle sur la survenue de cancer, mais digestif, mais tous les cancers en général, et ça c'est des choses modifiables. Le tabac, d'ailleurs le tabac je l'ai pas dit, c'est un facteur de risque aussi, c'est un facteur de risque pour à peu près tout, bref. Si vous buvez pas d'alcool, si vous ne fumez pas, si vous êtes sportif, si vous avez une alimentation équilibrée, au total, on peut quand même diminuer une bonne partie des cancers. Donc, je fais pas la promotion de médicaments. Des fois, on dit, ouais, le doc, t'es vendu par la médecine et tout. Non, c'est pas du tout ça.
L'alimentation clairement joue un rôle, on peut pas tout prévenir malheureusement, sinon ce serait un peu trop beau j'ai envie de dire, même si on peut l'espérer. Bref. Et le deuxième message, c'est que attention à votre santé, attention à vos symptômes, ne négligez pas un symptôme qui traîne. Parfois c'est rien, parfois c'est juste votre protéine que vous ne digérez pas parce qu'elle est pleine de saloperies et de mauvaise qualité, mais parfois ce sera une maladie plus sérieuse. Même si vous êtes jeune et même si moi aussi je vieillis, bientôt j'ai 30 ans, oh là là, dans moins d'un mois, bref, je préfère pas y penser, mais on peut même en étant jeune malheureusement avoir des maladies parfois sérieuses, donc c'est important de ne pas les négliger et de les prendre en charge de façon la plus précoce possible. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça permet le référencement de la vidéo puisque même en vacances, un youtubeur qui se respecte n'arrête pas son travail, alors finalement c'est plus prenant que la médecine. Non, trêve de plaisanterie, ça permet à la chaîne de prospérer. Donc si vous aimez ce que je fais, eh bien n'hésitez pas à partager aussi la vidéo puisque c'est pour mon travail, c'est toujours satisfaisant de voir que vous êtes plutôt nombreux à me suivre. Je vous en remercie d'ailleurs, j'en profite dans cette vidéo. Et sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Abonnez-vous à la chaîne pour les mêmes raisons. Vous pouvez me retrouver sur Instagram pour me partager des trucs comme l'autre abonné Aiki. Salut Aiki. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.